il y a une espèce de pôle anti-occidental qui s'installerait. Est-ce que ça ne serait pas presque une preuve du fait que pendant ces 15 ans, l'Occident a tout fait pour conserver l'hégémonie occidentale avec les États-Unis en tête? Depuis la fin de la guerre froide, il n'y a plus de renseignements opérationnels dans les pays d'Occident. Parce que les responsables, les politiques, ne veulent pas recevoir du matériau objectif, mais le matériau dont ils ont besoin. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de renseignement, il y a du storytelling, il y a de la narration. Slobodan Despot, bonjour, merci d'avoir accepté cette discussion avec moi. Est-ce que, juste avant qu'on se lance dans le vif du sujet, très rapidement, vous pouvez vous présenter et nous dire qui vous êtes, s'il vous plaît? Eh bien, Anton Malefeev, merci beaucoup de m'avoir proposé, de m'avoir invité à cette discussion. Je suis d'abord un citoyen suisse d'origine serbo-croate. Je suis directeur d'une maison d'édition qui s'appelle Xenia. J'ai commencé il y a longtemps de travailler comme interprète, c'est-à-dire traducteur, assistant d'édition, puis directeur adjoint d'une maison d'édition, puis ensuite éditeur dans ma propre maison, avant de devenir auteur de livres. J'ai une dizaine de livres publiés, dont 2 romans aux éditions Gallimard. Et ensuite, simultanément, j'ai toujours eu une activité de journaliste, de chroniqueur et de voyageur, qui écrivait des récits de voyage. Et donc, au confluent de toutes ces activités, j'ai créé en 2016 une newsletter, une lettre hebdomadaire qui est devenue un magazine qui s'appelle l'Antipresse, et qui désormais, on est à 347 ou 348 semaines, occupe tout mon temps, parce qu'elle paraît, presque tout mon temps, elle paraît tous les dimanches, cette lettre magazine, sous 4 formats, et c'est un très gros projet qui m'a déjà permis d'écrire l'équivalent de 2 ou 3 volumes Pléiades en texte, chronique, analyse, etc. Voilà. Ok, très bien. Donc, merci pour cette présentation et on va directement se lancer dans le vif du sujet. Ce que je vais faire là, je vais vous citer. Vous étiez chez Andrei Berkov sur Sud Radio fin février de cette année, c'est-à-dire à peine 2 semaines après le début de la guerre en Ukraine. Et donc, dans votre intervention, vous avez dit la chose suivante. Dans l'Europe occidentale, nous vivons dans une espèce de présent permanent, dans l'amnésie totale des événements qui ont conduit aux événements actuels. L'Occident a tendance récurrente de fermer les yeux sur les causes des événements lorsque ces causes sont celles de l'Occident lui-même. En 2002, tous les membres de l'Occident affirment que l'agression de l'Ukraine par la Russie est sans précédent depuis 1945. Mais moi, c'est-à-dire vous dites, j'en compte 2 qui ont eu lieu en Europe depuis 1945, qui ont été plus graves que celles de la Russie en Ukraine. La première, c'est l'éradication de la population serbe dans la Krajina, je prononce correctement? Oui. En 1995, par l'armée croate dans une opération de nettoyage ethnique, avec l'encadrement et les conseillers américains. Et les médias occidentaux l'ont approuvé. Ensuite, dans la foulée des guerres civiles en Yougoslavie, lorsque la question s'est reportée sur Kosovo en 1999, le temps sans aval du Conseil de la sécurité de l'ONU et sans consultation avec les parlements nationaux, donc sans déclaration de guerre, a bombardé la Serbie pendant 78 jours, en faisant autour de 40 000 sorties aériennes, en détruisant toutes les structures non pas militaires, mais civiles de la Serbie pour détacher le Kosovo de la Serbie. Fin de la citation. Ça, c'est ce que vous avez dit, je répète, chez Andrei Berkov sur Sud Radio. À ça, je rajoute une autre citation, pas de vous cette fois-ci, c'est un extrait d'un film documentaire que je regardais. On y dit en 1999, en Yougoslavie, l'OTAN bombardait avant tout les usines stratégiques et des substances chimiques s'échappaient dans le Danube. 82 ponts détruits, 14 aérodromes, 89 usines pétrolières. Fin de la citation. Ma première question. Est-ce que la Russie ne ferait pas à peu près la même chose aujourd'hui en Ukraine? Il y a quand même énormément de destruction en Ukraine. Alors, évidemment qu'au moment où je disais ce que vous citez de moi, c'est le tout début de l'opération en Ukraine. Absolument. Nous ne savions pas, ni vous, ni moi, ni Berkov, ni personne, combien de temps elle allait durer, ni jusqu'où elle allait s'étendre. Mais ce qu'on voyait à ce moment-là en Ukraine ne dépassait pas
d'abord en destruction matérielle ce que l'OTAN avait fait d'abord en Krajina et ensuite en Serbie, 4 ans plus tard, donc 95-99. Et puis surtout, il y a une différence. Je pense qu'effectivement, vu la taille du pays, l'Ukraine c'est énorme, vu l'ampleur de l'opération russe qui est extrêmement étendue, je pense qu'il y a aujourd'hui, si on compte les infrastructures, les édifices, les destructions, je pense qu'il y a plus de destructions maintenant en Ukraine qu'il n'y en a eu en Serbie. Mais en Serbie, je dirais que sous certains aspects, par exemple les ponts, par exemple les aéroports, par exemple l'industrie, les industries, les réserves énergétiques, il y a des destructions qui ont atteint je ne sais pas, soit 70, 80, 90% des réserves du pays. Donc, ça correspondait d'abord en proportion. La Serbie est un tout petit pays, c'est un tout petit morceau d'Ukraine. C'est un pays qui fait 8 millions d'habitants. Ouais. Ça correspond d'abord je veux dire, le jour où la Russie aura détruit en pourcentage d'Ukraine autant que l'OTAN a détruit de pourcentage de Serbie, il ne restera plus rien là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils vont le faire, j'espère que non, mais pour l'instant, ils n'y sont pas. Et puis, il y a une autre chose, c'est que il y a certainement, par les vicissitudes de la guerre, des destructions, des morts civiles, notamment des destructions de ponts. Encore qu'on voit ces derniers jours qu'on ne sait pas quel est le côté le plus pressé de détruire les ponts du côté du Dniepr. Mais elles ne font pas partie des objectifs de l'opération. La Russie a affirmé depuis le premier jour et continue d'affirmer qu'il s'agit d'une opération militaire visant à détruire la capacité militaire de l'Ukraine, et non pas, par exemple, ses capacités civiles. Tandis que l'OTAN, non seulement a immédiatement visé les infrastructures civiles, mais s'est vanté de le faire. Un général de l'OTAN a dit « Nous allons bombarder la Serbie jusqu'à la faire régresser à l'âge de pierre. We're going to bomb Serbia to Stone Age. » Et c'est ce qu'ils disent à peu près toujours quand ils attaquent l'Irak ou ailleurs. Ils commencent par détruire les infrastructures civiles. Et puis ensuite, une fois que les infrastructures civiles sont détruites, on s'attaque éventuellement à l'armée si toute la société ne s'est pas effondrée avant. En Serbie, je rappelle, les chiffres, je cite mes de mémoire, c'est une vieille affaire, mais de mémoire, l'inventaire des pertes militaires de la Serbie s'élevait à peut-être une dizaine, quinzaine d'avions, une quinzaine de blindés, 125 soldats. Ah oui, ça n'a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'opération de l'OTAN était une opération qui visait les infrastructures civiles d'un pays en priorité et non pas en collatéral. Et en même temps, je pense que, je ne sais plus du tout qui a dit ça, mais je pense que c'était d'abord prononcé quelque part à Washington et probablement après repris en Europe. On va défendre, alors on ne sait pas qui est on, mais apparemment tout l'Occident qui est derrière l'Ukraine, on va défendre l'Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien. Ben, c'est ce qu'on entend partout, et quand c'est pas explicite, c'est implicite, parce que, vous savez, je vais vous dire une chose, tout au début, je fais partie des chroniqueurs d'une émission de radio assez populaire à la radio suisse. Et puis, lorsque cette opération a commencé, nous avons reçu comme invité dans cette émission, on peut retrouver ça dans les archives de la radio-télévision suisse, on a reçu comme invité un représentant du groupe pour une Suisse sans armée, donc l'organisation pacifiste qui voulait supprimer l'armée en Suisse, complètement désarmer la Suisse. Et ce groupe, qui veut désarmer un pays neutre qui n'a jamais fait de mal à personne, qui ne s'est jamais aventuré hors de ses frontières, ce groupe s'était proposé d'envoyer des armes à l'Ukraine. Et il défendait cette position. Et leur faire observer que d'envoyer des armes à l'Ukraine sans envoyer les soldats qui vont avec, c'est exposer des Ukrainiens à la mort. C'est une chose d'envoyer des armes disparates, ce qu'on a, les fonds de stock, gratter les derniers restes des arsenaux du temps de la guerre froide, et puis envoyer tout ce matériel en vrac en Ukraine, ça c'est une chose. Mais intégrer ça à une défense coordonnée, apprendre aux gens à l'utiliser
préserver la vie des soldats et des civils grâce à ces armes, c'est un autre volet du programme dont personne ne se soucie. Donc tous ces gens, quand ils disent nous allons aider l'Ukraine en envoyant des armes, en fait ils aident l'Ukraine en aidant, en obligeant plus d'Ukrainiens à se faire tuer. C'est la seule aide qu'ils leur apportent. D'accord. Revenons un petit peu sur la Yougoslavie. On parlera encore de la Suisse tout à l'heure. Est-ce que d'après vous, ce qui s'est passé dans les années 90 en Yougoslavie, bon, d'abord les guerres civiles, disons que c'était entre guillemets les affaires internes de la Yougoslavie, mais lorsqu'en 99 le monde entier s'en est mêlé, est-ce que vous ne pensez pas que ça a servi de prémisse de la scission du monde qu'on est en train d'observer aujourd'hui, 20 ans plus tard? Est-ce que l'affaire de la Yougoslavie d'il y a plus de 20 ans n'était pas une espèce de racine de ce qu'on voit aujourd'hui? Votre compatriote émigré, Vladimir Volkov, qui a écrit plusieurs livres, qui était un grand romancier, mais qui a écrit beaucoup de livres sur la question de la désinformation, disait toujours, et il l'a écrit dans un de ses livres, que la Yougoslavie était un cas d'école. C'était vraiment un cas d'école. C'est-à-dire que dans les années 90, comme vous le savez, après l'effondrement du bloc soviétique, j'entrerai pas dans les causes ni dans les justifications de l'effondrement du bloc soviétique, mais enfin c'est une donnée historique. Après l'effondrement du bloc soviétique, la puissance américaine s'est retrouvée seule au monde. Avec une Chine qui ne servait que d'atelier et d'usine pour le monde occidental. La Russie détruite, terrassée. Donc, les États-Unis, j'allais dire l'Occident, mais on voit très bien que l'Occident est en fait c'est un pacte comme le pacte de Varsovie. Il y a les États-Unis et puis des satellites. Donc, les États-Unis ont profité de l'aubaine, de cette fenêtre d'opportunité, pour conquérir le plus de ressources possibles, le plus de territoires possible et mater le plus de résistance possible. Or, non seulement la Yougoslavie a été un cas d'école en matière de répression, en matière d'organisation, de révolution colorée, puisque ça s'est quand même terminé par le renversement du président en Serbie, Milošević, mais en plus, l'expérimentation de diverses formes d'intervention militaire, notamment avec l'opération de nettoyage de la Krajina, l'expérimentation de certaines armes, on a notamment expérimenté en Serbie des moyens des armes qui servaient à court-circuiter les réseaux électriques avec des filaments de métal. On aurait même expérimenté des moyens, des bombes incendiaires qui agissaient sur les récoltes, sur les champs de blé et de maïs. Mais là, j'ai pas les preuves. Donc, on a expérimenté tout ce qu'on pouvait faire pourquoi? Parce qu'on avait sous la main, en Europe, un adversaire qui était peint comme un grand méchant, bien sûr, la Serbie, mais qui ne pouvait absolument rien faire. Il ne pouvait nuire d'aucune manière à aucun des pays de l'OTAN. Il ne pouvait rien faire. C'était 18 pays contre un pays qui n'avait même pas des missiles à courte ou moyenne portée pour, je ne sais pas, faire des opérations de représailles sur l'Italie ou sur je ne sais pas moi, même pas parler de la France ou de l'Allemagne. Donc, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Et c'est ce qu'on a fait. Et le comble, la cerise sur le gâteau, c'est que la couche supplémentaire dans ce dispositif de guerre hybride déjà, c'était la guerre de l'information, c'est-à-dire la capacité de renverser complètement les causalités, les causes et les effets, et même les rapports de force dans la réalité, pour élaborer un storytelling, une narration, où les bons, c'était ceux qui détruisaient les autres, et ceux qui se faisaient bombarder étaient les méchants. Et cette narration était si puissante que on ne se contentait pas simplement de dépecer la Yougoslavie, de dépecer ensuite la Serbie en lui arrachant le Kosovo, de manière totalement illégale, comme vous le savez, mais en plus de faire croire aux populations d'ici, d'Occident, que c'était la moindre des choses à faire contre ces incarnations du mal. Donc, on a, excusez-moi d'être un petit peu bavard sur cette question, mais elle est importante, on a effectivement un précédent
on a un précédent en termes de droit international, puisque, évidemment, comme vous le savez, l'extorsion du Kosovo non pas par la guerre, mais par la tricherie diplomatique, après 99, l'extorsion du Kosovo à la Serbie a servi évidemment de prétexte à la Russie pour dire qu'est-ce que la Crimée, mais c'est quoi vos reproches? C'est qui nous fait des reproches? Attendez, vous avez vu ce que vous avez fait là-bas? Donc, effectivement, c'est une pierre d'angle. Et puis, une dernière chose que je vous fais observer et que personne n'a observé, c'est que la Yougoslavie, du temps de Tito, avait été l'un des 3 pays fondateurs du mouvement des non-alignés, avec l'Égypte et l'Inde. Et tous les pays qui ont été bombardés, détruits par les opérations néocoloniales de l'OTAN depuis 1999 étaient des pays membres du mouvement des non-alignés. La Yougoslavie d'abord, l'Irak, la Syrie, la Libye. C'est intéressant. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai trouvé sur Internet en préparant cette interview. Alors, je préviens tout de suite, je n'ai pas sourcé. Je ne sais pas si Brzezinski a vraiment dit ça. Donc, les puristes probablement feront une recherche et écriront dans les commentaires si c'est vrai ou pas. Je ne fais que citer, simplement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Donc, Brzezinski, conseiller à la sécurité nationale aux US d'origine polonaise, lui, aurait dit que les peuples slaves, russes, ukrainiens et biélorusses, c'est-à-dire que je cite la phrase telle que je l'ai trouvée, les peuples slaves, russes, ukrainiens et biélorusses sont les peuples les plus rebelles du monde, c'est pourquoi ils doivent être détruits et pas conquis. Personnellement, j'ai un peu du mal à croire qu'il puisse dire quelque chose de semblable publiquement, parce que c'est quand même un peu fort du café. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait penser à ça lorsque j'écoutais cette histoire de la Ligue des non-alignés. Oui, mais vous savez, je pense qu'il y a beaucoup d'apocryphes, il y a beaucoup de citations apocryphes de Brzezinski qui circulent, notamment l'ordre mondial se fera contre la Russie, sans la Russie, ou je ne sais pas quoi, sous le dos de la Russie, peu importe. Ouais. Mais quand on lit ces livres, il faut revenir à la base, il a publié Le Grand Échiquier. Le Grand Échiquier est le programme d'un ordre mondial absolument inique et j'oserais dire raciste. C'est-à-dire que pour lui, il est totalement légitime et nécessaire qu'une partie de l'humanité, qui est cet Occident où il a émigré et où il a fait carrière, soit en charge du jardin d'enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a que... Oui, c'est une espèce de race aryenne, quoi, presque. Voilà. En fait, c'est une théorie des races. C'est une théorie des races. Alors, évidemment, il va presque de soi que dans une telle vision, des peuples qui éventuellement, par tradition ou par situation, s'opposeraient à cet ordre mondial, qui sont justement une partie des peuples slaves, soient considérés comme des rebelles à abattre. Mais si l'ordre mondial, ou plutôt si le leader du globalisme n'était plus le monde occidental, le bassin atlantique, mais par exemple la Chine considérerait probablement que les anglo-saxons sont des peuples extrêmement indociles, qu'il faudrait mater. Vous voyez? Ouais. Pareil, en préparant l'interview, je suis tombé sur un article pseudo-analytique qui est ouvertement pro-occidental et anti-russe. Et donc, il écrivait que le soutien de la Russie à Belgrade dans les années 90 aurait provoqué la crise dans les rapports avec les Occidentaux, de la Serbie avec les Occidentaux, lors de la guerre du Kosovo de 99. Est-ce que d'après vous, ça tient debout cette hypothèse? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, depuis, je ne sais pas, à peu près une quinzaine d'années, les Russes sont fautifs partout. S'il y a l'inflation, c'est les Russes. S'il y a une attaque des hackers, c'est les Russes. Là, par exemple, je vais chez mon ostéo, je rentre chez lui, je dis « Ah, quelle chaleur !» Elle me dit « Mais ça, c'est de votre faute, ça, c'est les Russes. C'est à cause de vous qu'il fait chaud. » Voilà, mais c'est exactement ça. Et donc, quand j'ai vu cette phrase-là, je me suis dit « Tiens, je vais la poser à Slobodan. » Non, mais elle est très bonne. C'est comme d'accuser la mémé. La mémé qui, voyant une brute qui essaye de violer une fille dans la rue, chasse la brute à coups de parapluie, accuser la mémé d'avoir empêché la jeune fille
de passer un bon moment entre les bras de son amant, n'est-ce pas? Et d'autant que le soutien de la Russie à la Serbie dans les années 90, au moment où la Russie était sous Yeltsin, est plus que symbolique. La Russie n'était pas en mesure d'aider concrètement la Serbie, sinon, en gros, en parole. Je pense que la Serbie a été beaucoup plus aidée concrètement par la Chine à l'époque que par la Russie. D'autant plus que sous Yeltsin, la Russie faisait en tout cas copain-copain avec Washington, avec Clinton à l'époque, l'administration de Clinton. Juste avant que Poutine arrive, c'était plus ou moins amical. Mais après, progressivement, c'est devenu déjà de plus en plus complexe. Exactement. Mais évidemment que la Russie, il faut bien comprendre, il y a un tropisme historique, ethnique, religieux, culturel, qui fait que les Russes ne peuvent pas cracher sur les Serbes. La Serbie aujourd'hui, si elle était contrainte à appliquer les sanctions de l'Union européenne contre la Russie sous un chantage épouvantable, elle les appliquerait et ne cesserait quand même pas d'adresser des messages de solidarité à la Russie. Aujourd'hui, c'est inévitable. Donc, à aucun moment la Russie n'a publiquement, un gouvernement russe n'a pu publiquement se dédire de la Serbie. Simplement, l'aide ou le soutien était purement verbal à l'époque. Vous voulez que je vous dise comment se font ces interviews? Ça demande beaucoup de temps et d'organisation. Il faut obtenir le oui de l'interviewé, et parfois ça peut être un vrai parcours du combattant. Préparer l'interview, lire, écouter, se documenter sur la personne et le sujet qui seront abordés. Organiser l'interview, y compris techniquement. Faire l'enregistrement, faire le montage qui est extrêmement chronophage, et enfin publier la version finale. Seulement, rien que cette opération parfois peut prendre plusieurs heures de travail car il faut télécharger la vidéo sur YouTube, créer le sommaire, remplir les métadonnées, trouver les tags appropriés dans un système de recherche dédié et créer la vignette pour la vidéo. Et c'est seulement à la fin de tout ce long processus que j'appuie enfin sur le bouton « Publier ». Et là, je vous ai parlé d'une seule interview. Depuis 2 ans, je fais tout moi-même et croyez-moi bien que faire le cadrage, gérer la lumière et le son, mener l'interview, sans oublier de garder un œil sur les aspects techniques puisque la caméra peut s'arrêter à tout moment par manque de mémoire ou des réglages non verrouillés par mégarde, tout ça, croyez-moi sur parole, demande beaucoup d'engagement et de disponibilité de cerveau. En plus, les déplacements et les appareils permettant de réaliser tous ces exploits sont loin d'être gratuits, très loin même. Alors, si vous êtes reconnaissant pour la qualité de ce travail et son utilité, n'hésitez pas à soutenir les efforts qui sont derrière le temps et les dépenses qui sont aussi derrière les vidéos de cette chaîne. Ne serait-ce que 2-3 € par mois à plusieurs, c'est-à-dire avec l'effet de nombre, peuvent changer la donne. La chaîne pourra déléguer les aspects techniques aux spécialistes et par là même produire davantage d'interviews des gens atypiques qui, eux, vous apporteront un autre regard sur ce formidable monde qui est le nôtre, surtout de nos jours. Et si jamais le prix d'un café par mois vous paraît insurmontable, soyez pas radin avec un pouce bleu en dessous de la vidéo et vos commentaires. Remarquez, je l'ai dit au pluriel, vos commentaires. Ce n'est pas pour flatter mon ego, mais pour montrer aux algorithmes de YouTube et Google que la vidéo vaut la peine d'être mise en avant dans les suggestions et les moteurs de recherche. Certes, la logique des algorithmes de Google est mercantile car ils préfèrent de mettre en avant des vidéos les plus bidons puisqu'elles rapportent. Sauf que, de concert, on peut contourner cette logique et faire mettre en avant le contenu inédit qui véhicule des points de vue sortant des clous et de cette manière éclairer et améliorer les esprits. Alors, si vous tenez à élever le niveau général et me soutenir dans ce combat, votre part du contrat, au minimum, serait un like, des partages et des commentaires. Car plus une vidéo récolte d'interactions, plus elle est remarquée par des algos. La deuxième part du contrat, vous l'avez déjà devant vos yeux. Au moins, vous l'avez dans vos oreilles. Peace. Les médias conventionnels, depuis à peu près 2-3 mois, ont commencé à parler du pôle anti-occidental qui se formerait depuis le début de la guerre en Ukraine. Ma question, est-ce que cette prise de conscience, elle ne serait pas beaucoup trop tardive? Je pense que cette prise de conscience tardive,
est extrêmement tardive. Vous avez raison de dire qu'elle est tardive. Je veux dire, le train est passé. Elle est le produit tout simplement du narcissisme occidental. L'Occident ne peut pas imaginer que ses actes et ses démarches, ses comportements soient jugés par les autres de manière plus sévère qu'il ne les juge lui-même. Parce que si on prend par exemple le fameux discours de Poutine encore en 2007, c'est-à-dire il y a 15 ans, il a déjà parlé de la nécessité d'un pôle multipolaire. Et donc le fait que par exemple l'Occident commence à reconnaître que finalement il y a une espèce de pôle anti-occidental qui s'installerait, est-ce que ça ne serait pas presque une preuve du fait que pendant ces 15 ans, l'Occident a tout fait pour conserver l'hégémonie occidentale avec les États-Unis en tête? Oui, bien sûr. D'abord, cette hégémonie, ils essaient encore aujourd'hui, avec des moyens qui apparaissent dérisoires, mais ils essaient quand même de la préserver et de ne pas céder un pouce de légitimité régalienne, du droit de gouverner le monde. Ils ne veulent pas en céder un seul pouce. Quand on voit l'attitude qu'ils ont envers la Chine, actuellement sur la question de Taïwan, n'est-ce pas, l'attitude qu'ils ont envers l'Iran, envers des pays d'Amérique du Sud, etc., on voit que dans leur manière de voir les choses, rien n'a changé. Mais effectivement, vous parlez du discours qui est historique de Poutine en 2007, donc sur le monde multipolaire. Il est évident qu'au moment où Poutine le prononce, ce discours, il sait, et tout le monde le sait, et tout le monde le voit, que les pays du monde, l'humanité, les 9/10 pratiquement de l'humanité, déjà, n'en peuvent plus de la domination occidentale et n'y voient aucune légitimité. Cette légitimité avait été imposée d'une part par la suprématie militaire et technologique, donc par les armes, par la canonnière, comme aurait dit Noam Chomsky, et d'autre part par l'endoctrinement colonial. Quand vous n'avez plus la suprématie militaire et que et évidemment les deux sont liés, et que vous n'avez pas le moyen d'éduquer les petits Africains ou les petits Asiatiques à penser que tout le bien et toute la bienveillance du monde vient d'un pays d'Europe ou d'un pays anglo-saxon, ben vous avez des gens qui se demandent mais qu'est-ce que ces gens-là nous veulent? Pourquoi est-ce que nous devrions leur obéir? En quoi sont-ils meilleurs que nous? Et l'Occident et les pays d'Occident, qui, je le rappelle, comptent pour environ 13% de l'humanité en termes de nombre, de chiffres, c'est-à-dire vous prenez le bassin atlantique, Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, Europe de l'Ouest, plus les dépendances australiennes du Commonwealth, ouais, plus le Japon, l'annexe, et le Japon, on met le Japon, ben ça fait 13% de l'humanité. Les 87% autres ne sont pas comptés dans cette race supérieure, si j'ose dire. Donc, c'est pas maintenant qu'il faut constater qu'il y a une hostilité à l'Occident. C'était depuis la Deuxième Guerre mondiale. On peut entrer dans des exemples historiques. Je vous en ai mentionné un hors ligne, mais ça nous amènerait loin du sujet. Justement, regardez, ça c'était l'autre question que j'ai préparée aussi, qui va à peu près dans le sens de ce que vous venez de dire. Depuis à peine quelques semaines seulement, c'est ça qui est vraiment intéressant là, depuis à peine quelques semaines, presque tous les commentateurs occidentaux ont constaté que la guerre en Ukraine n'est pas une simple agression de l'Ukraine par la Russie, mais une bataille culturelle civilisationnelle. Oui. Et c'est là que c'est intéressant de suivre en fait la chose, c'est que quand on dit c'est une bataille civilisationnelle, c'est là qu'on entend en permanence en Occident la phrase qui se répète partout, il faut qu'on défende, nous devons défendre nos valeurs. Quelles valeurs? Ça reste en off, mais il faut les défendre. Mm-hmm. Et donc là-dessus, ma question, est-ce que l'Occident doit toujours, par une espèce de vestige d'évangélisation auquel il s'est prêté déjà depuis plusieurs siècles, est-ce qu'aujourd'hui, dans le climat actuel international, l'Occident doit continuer à imposer ses valeurs aux pays qui n'en veulent pas? Bien sûr qu'il le doit, parce qu'il ne peut pas faire autre chose. Il ne peut pas faire autrement. L'Occident, c'est une crémaillère. C'est un mouvement
qui ne connaît pas la négociation avec le monde extérieur. Il ne connaît qu'un rapport de domination avec le monde extérieur. L'historien et démocrate américain qui était le mentor de Bill Clinton, qui s'appelait Carroll Quigley, qui est un très bon historien, mais avec une orientation évidemment occidentaliste, a fait une histoire des civilisations où il a démontré que ce qu'il appelle la civilisation occidentale, c'est-à-dire celle qui est née grosso modo à partir de l'Empire romain germanique et des conquêtes coloniales, et donc qui a donné lieu à l'Amérique notamment, cette civilisation, depuis qu'elle est apparue à la surface de la Terre, en a détruit 6 autres. Elle n'a pas cohabité avec, elle les a phagocytés. Elle ne tolère pas qu'il y ait autre chose que l'Occident. Donc, ils vont continuer parce que c'est le logiciel. Il n'y a pas de plan B chez les Occidentaux. D'ailleurs, d'une manière générale, il n'y a pas de plan B. Le problème dans ce que vous dites, c'est que s'ils vont continuer, c'est une paire de rails tout droit à l'extermination générale. Vous savez, vous connaissez c'est l'aller simple, quoi. Oui, vous connaissez le film de Konchalovsky, Runaway Train. C'est l'histoire de ces détenus qui, dans le Grand Nord américain, détournent un train pour s'enfuir de leur camp de travail, et puis ce train, finalement, il s'emballe, il peut plus s'arrêter. Alors on réussit à le dévier sur une voie de garage en sachant que au bout, eh ben il va simplement frapper il va arriver dans des rochers, il va se détruire. Et aujourd'hui, ce que le monde fait vis-à-vis de l'Occident, si on observe avec un petit peu d'acuité et un peu d'attention le langage, si on écoute le langage diplomatique et les décisions que prennent les autres acteurs de la planète, ils essayent de canaliser l'Occident dans une voie de garage où il soit le seul à se détruire, si possible, sans entraîner toute la planète dans son autodestruction. Mais l'autodestruction de l'Occident semble aujourd'hui inévitable. Autodestruction. En combien de temps? Si vous considérez que le déclin de l'Empire romain a pris 2 ou 3 siècles, le déclin de l'Empire occidental, de l'Empire atlantique, disons, du monde occidental dans sa dernière incarnation, qui est celle d'une domination américaine, je pense qu'il sera complet en moins d'une génération. C'est très très rapide. Très rapide. Lorsque les Occidentaux vous parlent de la guerre, effectivement, vous faites bien de le rappeler, ils parlent de la guerre en Ukraine. Mais à l'époque de la Yougoslavie, on a parlé de la guerre de Yougoslavie il y a 25 ans, c'était la même chose. Ils disaient, nous intervenons, c'est-à-dire nous tuons des gens, nous affamons des gens, nous imposons le blocus à des gens pour défendre nos valeurs. Fort bien. Vous leur demandez aujourd'hui, à quelqu'un qui dit nous défendons nos valeurs, vous leur demandez de les énumérer. Quelles sont ces valeurs? La première que tout le monde va citer automatiquement, c'est la démocratie. Est-ce que la démocratie existe? Ben non. Bon. La seconde. En tout cas, dans l'absolu. Non, mais... Dans sa définition encyclopédique, quoi. Non, mais je veux dire, techniquement, dans la plupart des pays d'Europe, alors on peut dire qu'il y a une définition livresque de la démocratie parlementaire telle qu'elle est pratiquée dans la plupart des pays d'Occident, en disant, voilà, les gens s'organisent en partis politiques, ils envoient des députés qui les représentent, qui élisent éventuellement les exécutifs, et les exécutifs font la volonté des députés conformément à la Constitution. Mais lorsque les Français ont voté pour une fois en référendum sur une question qui était vraiment d'une importance existentielle pour leur pays, qui était la question de savoir s'ils acceptent le traité constitutionnel européen, à 54%, ils l'ont refusé, on le leur a imposé quand même. Je crois que c'était sous Sarkozy. Donc techniquement, depuis ce moment-là, il n'y a pas de démocratie en France. Les Français n'ont pas pu décider de leur destin. C'était peut-être sous Chirac, je ne me souviens pas. Enfin, l'un des deux. C'est soit Chirac, soit Sarkozy. Il y a déjà un bon bout de temps. Et aujourd'hui, vous voyez que on a un gouvernement en France qui essaye de gouverner par décret. Bon, maintenant, il y a un Parlement qui est un petit peu plus diversifié. Mais bon, ensuite, vous avez quoi? La liberté d'expression, la liberté de pensée et d'expression. Le pays qui a ces dernières années,
fait le plus de demandes, adressé le plus de demandes de censure et de blocage à Twitter, parce que les États le font, c'est pas la Russie, c'est la France. La Russie est loin derrière. Donc, liberté d'expression, les gens vont en prison pour ça. Quelles sont les valeurs? Quelles sont ces valeurs? D'accord, puisque vous soulevez le sujet, comment on peut qualifier l'interdiction arbitraire par l'Europe de RT France en Europe? Ça s'appelle une censure. Ça s'appelle de la censure. D'accord. Ok. RT France. Oui. Qui est une entreprise française, hein. Dispatché. Non, mais ça, d'accord, ça, on va dire administrativement, Oui. ça peut être qu'une couverture, mais RT France était en train d'émettre sur les ondes européennes, on va dire comme ça, la propagande russe. Oui. Donc les Européens avaient raison finalement de couper le tuyau. Alors, est-ce que le fait qu'un média soit lié à un État et reçoive des subsides d'un État signifie ipso facto qu'il diffuse la propagande de cet État? À ce moment-là, Le Monde, Libération et Le Figaro, qui reçoivent des subsides existentiels de l'État français, sans lesquels ils ne pourraient pas survivre, sont des diffuseurs de la propagande de l'État français. L'ensemble des médias qui ont reçu un saupoudrage de 350 millions de dollars de la fondation Bill Gates, notamment ces mêmes médias, Le Monde, Libération et autres qu'on cite en référence, n'auraient pas survécu sans l'aide de la fondation Bill Gates et de l'État français. Est-ce que ce sont des États, des médias qui font leur travail ou qui sont payés pour diffuser les opinions, la propagande d'un État ou d'une puissance tierce? La seule différence, c'est que Libération et Le Monde, ils émettent, entre guillemets, sur leur propre territoire. RT France était à l'extérieur Oui. du pays de son financement. Donc, est-ce que finalement l'Europe avait raison? Comme vous avez RFI, etc., qui ont des rédactions et des pôles de diffusion dans toutes sortes de pays du monde. Ils sont pas là pour les beaux yeux de la princesse, RFI, BBC et World et autres. Ils sont là pour diffuser la bonne parole des pays qui les financent. D'accord, donc dans ce cas-là, si je vous suis, l'interdiction de RT France en Europe, c'est quoi? C'est la fin de la démocratie? Mais c'est pas la fin En de la Europe, démocratie. en Occident? Je vous disais qu'il y avait déjà à ce moment-là, il n'y avait pas de démocratie, donc ça rentre dans la logique du système. D'abord, c'est un système qui ne peut pas tolérer le débat ouvert. Je le sais bien pour avoir. Alors, été. dans ce cas-là, quelle valeur l'Occident essaye d'exporter à l'extérieur de ses murs? Écoutez, faut pas me le demander à moi. Moi, c'est justement moi qui pose la question à mes interlocuteurs qui pensent que l'Occident doit exporter des valeurs et qui n'arrivent pas à me répondre. Ils n'arrivent pas à me dire. À la fin, ce qui est amusant, c'est presque cocasse, ça se ramène au respect de la diversité sexuelle LGBT aujourd'hui. Je dis d'accord. Bon, c'est une valeur que manifestement l'Occident défend avec beaucoup d'insistance. Très bien. Est-ce que de la même manière, l'Occident, sur son territoire et ailleurs, défend la pluralité des points de vue, notamment le droit des gens à aller sur une télévision nationale et dire qu'ils sont absolument opposés à la propagande LGBT? Non, on peut pas dire sur une télévision nationale qu'on est opposé à la propagande LGBT. Donc la seule valeur qui reste, mais au détriment de toutes les autres, c'est la défense de la diversité sexuelle. C'est à ça que se résume aujourd'hui le conscient collectif occidental. Écoutez, regardez quels sont les autres qui peuvent, de manière concurrente à celle-là, s'exprimer, fût-ce en limitant ce droit-là. Aux États-Unis, vous avez encore le mouvement BLM, le mouvement LGBT. Enfin, là-bas, c'est une cour des miracles. Je ne peux pas entrer sur la discussion de ce qui se passe aux États-Unis, mais en Europe, regardez quelles sont les valeurs qui sont au-dessus de toutes les autres. À l'université de Genève, cette année, des militants LGBT, enfin de diversitaires, je n'arrive pas à tous les identifier et les nommer, mais des militants sont arrivés pour interrompre une conférence à l'université de quelqu'un qui avait peut-être, on ne sait même pas, mais qui avait peut-être des réserves quant à ce mouvement.
ils l'ont violemment interrompu. Ils ont empêché un conférencier universitaire de donner sa conférence à Genève. Et dans une deuxième conférence, ils lui ont arraché ses notes. Donc, il y a eu violence sur la personne. L'université de Genève a porté plainte. Enfin, a envisagé de porter plainte à cause de cette infraction à l'ordre public, puis elle l'a retirée, parce qu'elle n'a pas osé. Donc, ces gens peuvent aller vous faire taire, peuvent aller interrompre votre conférence, alors que, respectueusement et sans enfreindre la loi, vous dites « je ne suis pas d'accord avec eux ». Est-ce que ça, c'est la démocratie? Donc, ça veut dire qu'il y a une valeur. En gros, il y a une valeur qui est défendue et qui passe au-dessus de toutes les autres. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui est honnête et intelligent en face de vous, qui défend le système occidental et qui réussit à vous démontrer que l'Occident préserve également la liberté d'expression, la liberté de pensée et d'expression, en même temps qu'il préserve les droits aux sexualités atypiques de s'exprimer sur la place publique, et bien alors je dis chapeau. Bien. Dans la même thématique, amiral Jean-Louis Vichot, ancien chef d'une mission militaire française à l'OTAN, récemment sur LCI, déclare la chose suivante. Les USA, les États-Unis, représentent tout ce qu'on déteste dans le bloc anti-occidental. Il énumère la démocratie, le libéralisme économique, la pluralité. Oui. Tout ça serait incontestablement les valeurs occidentales qui sont rejetées en bloc par la Russie, l'Iran, la Chine. Ma question, est-ce que les pays comme la Russie, l'Iran, la Turquie, la Chine sont démocratiques ou pas, d'après vous? Autant que les États-Unis. Il n'y a pas... Vous savez, la démocratie aujourd'hui, c'est une question bateau et englobante. Vous ne pouvez pas participer à une conversation mondaine dans un cocktail et dire que vous n'aimez pas la musique. Vous ne pouvez pas aller dans le monde en disant non, la démocratie finalement c'est pas notre affaire. Tous les pays disent qu'ils sont démocratiques, y compris la Turquie d'Erdogan, y compris l'Iran, qui est une république, hein, en plus d'être islamique, etc. Ils vont dire qu'ils sont démocratiques. La constitution la plus démocratique, comme vous le savez très bien, vous qui êtes russe, la constitution la plus démocratique qui ait jamais été écrite, c'était celle de Staline en 1936, pendant les purges. Donc, tout le monde est démocratique. Tout le monde aime la musique et les enfants, vous savez. Oui, la constitution la plus démocratique écrite par Staline. Mais oui. Écrite par Staline. Sur le papier, n'est-ce pas? Sur le papier, vous avez tous les droits. Oui, non, mais j'entends bien, bien. D'accord. Alors, retournons la chose un peu différemment dans l'autre sens. Allons-y. On connaît tous les deux la Russie. Oui. De l'intérieur. Moins bien que vous. Oui, mais enfin, je veux dire, attendez, vous y êtes allé plusieurs fois. Oui. Vous avez fait des traductions des auteurs russes oui. du russe vers le français. Bon. Je veux dire, c'est quand même compliqué de trouver des profils comme le vôtre qui courraient dans les rues dans tous les sens. Oui. Bon. Donc, je voulais savoir, est-ce que la Russie, d'après vous, rejette la démocratie et le libéralisme économique? Parce que la pluralité, on ne va pas la prendre en compte, parce que c'est vrai que la pluralité en Russie, on repassera. Hein, on a connu mieux comme pluralité dans l'histoire humaine, mais la démocratie et le libéralisme économique, est-ce qu'ils sont vraiment rejetés en bloc? De nouveau, de quoi parle-t-on? Les formes de démocratie les plus essentielles et les plus directes, les plus pures qu'on ait connues dans l'histoire de notre civilisation européenne, se sont développées notamment dans les cantons suisses au Moyen-Âge et ont réussi d'une manière indirecte à se perpétuer jusqu'à aujourd'hui, et puis se sont développées de la même manière, sous les mêmes principes, dans les villes russes comme Novgorod. Il y avait des conseils, il y avait des assemblées qui votaient à main levée sur des affaires qui les concernent. Donc, bon, après, évidemment, c'est un pays qui s'est développé en tant qu'empire, un empire centralisé avec toujours un pouvoir central fort. C'est un petit peu la condition pour le développement d'un empire, malheureusement. Les empires, c'est comme ça. Mais cela étant dit, si on s'entend sur la définition, moi je veux bien, mais le libéralisme économique, qui consisterait, grosso modo, à équilibrer, allez, on va pas dire
laisser tout à l'initiative du libre marché, mais à équilibrer l'économie entre l'intervention de l'État et la liberté d'entreprise des individus, je pense que personne ne le conteste et qu'il est possible d'avoir une entreprise avec évidemment les contraintes administratives et autres que cela suppose en Russie, comme il est possible d'en avoir dans les pays d'Occident. Sauf que, imaginez ceci aujourd'hui. Vous savez que en France, la semaine dernière, le ministre des Finances, vous savez, le fameux monsieur Bruno Le Maire qui promettait de mettre à genoux l'économie russe, maintenant il nous annonce que le gouvernement français, pour faire des économies d'énergie liées au gaz, n'est-ce pas, le gouvernement français va procéder à un examen, entreprise par entreprise, des acteurs de l'économie française à qui on va demander de se mettre au chômage, de cesser ou de réduire leurs activités pour économiser de l'énergie. Est-ce que nous sommes encore dans un système d'économie libérale lorsque l'État vous dit « vous allez fermer parce que vous consommez trop de gaz » ? Est-ce que nous y sommes ? Pas vraiment. On n'est pas vraiment. Mais d'accord, mais là on est en temps de crise. On n'est pas en temps de crise. On est en guerre. Nous sommes en guerre. Mais écoutez, si la France est en guerre contre la Russie, pourquoi elle n'envoie pas... La France est en guerre de toute façon depuis mars 2019 lorsque le Covid est arrivé sur le territoire. 2020. On est en guerre déjà depuis 3 ans. 2020. 2020, autant pour moi. Et en effet, mais ce qui est intéressant, alors là vous me parlez de pluralisme, de démocratie et de libéralisme. Moi je n'ai entendu personne. Je le sais parce que j'ai écrit une analyse assez virulente de ce discours de Macron en disant mais non, dire qu'on est en guerre parce qu'il y a un virus qui circule, c'est préparer la dictature. Je veux dire, la guerre autorise les pleins pouvoirs à l'exécutif. Il y a rien de mieux qu'une guerre pour s'accaparer des pleins pouvoirs. Mais on n'était pas du tout, et la suite des événements l'a démontré, on n'était pas du tout dans une urgence apocalyptique telle qu'il faille tout d'un coup abolir le système, l'état de droit, pour donner... Vous voyez le noir. Comment ? Vous voyez le noir partout, vous êtes un complotiste. Mais non, pas du tout. Mais attendez, je ne fais que citer le président français. Nous sommes en guerre à cause du coronavirus. Vous savez que 99,99% de l'humanité a quand même survécu à ce terrible fléau. Donc, si on est en guerre contre ça, évidemment, on est en guerre contre tout. Et maintenant, on voit qu'on est en guerre contre ses propres entreprises. Donc, c'est un prétexte universel que de déclarer la guerre à tout ce qu'on veut. Il y a une guerre climatique. Il y a une guerre climatique. Si c'était pas la Russie, ce serait le climat. Donc, on est en guerre. On est en guerre pourquoi ? Parce que l'Occident lui-même n'a plus les moyens, ni économiques, ni structurels, ni moraux, de défendre les valeurs qu'il prétend défendre. Il ne peut plus supporter une société basée sur le pluralisme, la démocratie et la liberté d'entreprendre. Ça n'existe plus. D'accord. On dit aujourd'hui, notamment sur les plateaux télé en France, je ne sais pas en Suisse, mais en France, oui, on dit que la Russie, l'Iran, la Turquie et la Chine sont les amis de circonstance. Oui. Bon. Ma question, est-ce que l'Occident, les membres de l'Occident, les membres de l'OTAN ne sont pas les amis de circonstance? Sachant que depuis déjà des siècles, l'Occident forme quand même un blocus. Bon, c'est vrai qu'on dit souvent qu'en géopolitique et en politique, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts de chaque nation, oui. de chaque pays. Bon. Après, l'Europe, bon, ça reste discutable, mais on ne va pas rentrer dans les entrailles, sinon on ne s'en sort jamais. Donc, sur le fond de ce blocus occidental qui existe déjà depuis des siècles, connu à travers le globe terrestre, je veux dire, même un enfant de 5 ans le sait, Oui. est-ce que quand même, malgré tout, les membres de l'Occident et de l'OTAN ne sont pas les amis de circonstance? Donc, des amis de circonstance? Eh bien non. Je pense que non. Parce que entre l'Iran, la Chine, la Turquie et la Russie, ajoutons-y le Brésil, il n'y a pas d'idéologie commune. Entre les membres de l'OTAN, il n'y a pas d'idéologie qui ne soit pas commune. Personne n'a le droit de parler, de penser autrement. Par exemple, lorsqu'un pays comme la Hongrie, qui est membre de l'OTAN, affiche une préférence nationale, ou bien se méfie
ou prend ses distances vis-à-vis de la propagande de la diversité sexuelle, on la met au banc de la société occidentale. Donc ce ne sont pas des amis de circonstance, c'est une alliance idéologique. Entre les Turcs et les Russes, évidemment, il n'y a que des intérêts. Entre les Russes et les Iraniens aujourd'hui, je vois très mal, à moins qu'il y ait une espèce de religion suprême, souterraine, inconnue, qui relie par le haut le patriarche Kirill à M. Rafsanjani, je ne vois pas du tout quelle est l'idéologie, qu'est-ce qui serait en commun d'autre que des intérêts. Et c'est normal, entre les puissances, il n'y a pas d'amitié, il y a des intérêts. En revanche, l'Occident est une alliance entièrement idéologique. C'est une croisade. On dit aussi que l'Europe est une annexe de service de la politique étrangère des Américains. Oui. On dit ça aujourd'hui de plus en plus souvent et partout, et pas qu'en Russie, y compris en Europe. La Suisse dans tout ça, qui est au centre, qui est entourée de la communauté européenne, est-ce qu'elle est toujours neutre? Surtout aujourd'hui sur le fond de la guerre en Ukraine. Bon, alors, comment on vit tout ça en Suisse? Alors aujourd'hui, évidemment, la Suisse n'est pas neutre du tout, ne serait-ce que par le critère objectif du nombre de sanctions qu'elle a adoptées vis-à-vis des Russes. Elle est l'un des pays qui sont les plus en pointe dans le sanctionnement de la Russie. Donc, de ce point de vue-là, objectivement, elle n'est pas neutre. Elle a pris une place, elle a pris une position qui est au cœur, disons, au cœur de la meute, en quelque sorte, occidentale, en essayant probablement de se concilier des grâces, des avantages ou des oublis opportuns chez ses alliés occidentaux pour essayer de conserver sa place, non plus sur l'échiquier mondial, où elle était neutre, mais sa place à l'intérieur du bloc occidental qui s'est en fait refermé sur lui-même. Mais la Suisse, d'abord, n'est pas neutre aujourd'hui, par ce critère-là. Avant cela, elle n'était pas neutre non plus. Je rappelle que c'est la Suisse qui a, de nouveau pour plaire à quelqu'un, a été le plus en pointe pour la reconnaissance, totalement illégale d'ailleurs, de la souveraineté du Kosovo. C'était pas neutre pour un pays se disant neutre et accueillant les institutions internationales que de plaider pour le viol du droit international. C'est ce qu'elle a fait. Elle était l'un des premiers pays à reconnaître le Kosovo, l'indépendance du Kosovo, qui a, de fait, comme vous le savez, cette question de l'indépendance du Kosovo a divisé complètement la planète. Aujourd'hui, vous avez grosso modo 90 pays qui reconnaissent le Kosovo dans le monde et 90 pays, y compris au sein de l'Union européenne, qui ne reconnaissent pas le Kosovo. Donc, il n'y a plus d'ordre international depuis le Kosovo. La Suisse a été l'un des premiers pays à détruire l'ordre international. Et elle n'est pas neutre. Est-ce qu'il y a toujours le secret bancaire qui est vraiment protégé? Je ne sais pas, je ne suis pas assez riche. Belle esquive. Ok. Mais donc en gros, quand je vous écoute, l'Occident va, en tout cas la domination occidentale va disparaître en l'espace d'une génération, puisqu'on voit tout droit dans une impasse. La Suisse qui n'est plus neutre, qui n'est pas dans l'OTAN, mais qui n'est pas neutre, ça a l'air quand même de se gâter là, non, à l'horizon? Bah, vous savez, j'en suis le premier peiné. Moi, je suis quelqu'un qui a été accueilli en Suisse comme petit immigré de manière extrêmement généreuse et humaine dans ce pays où je suis. Ce pays m'a donné une langue. Ce pays a permis à ma famille de s'établir et de faire à peu près ce qu'elle voulait, alors que nous sortions d'un pays où on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, c'était la Yougoslavie socialiste. Mais entre l'époque où je suis arrivé et aujourd'hui, ces quelques décennies, j'ai vu ce pays changer radicalement et toute la société qui l'entoure changer radicalement. Et ce qui me préoccupe particulièrement, c'est que le monde occidental, cette Europe occidentale que je connais, parce que je suis un pur produit de son éducation, de ses écoles, de ses langues. Je parle 5 langues européennes et quelquefois je les intervertis. Je suis le premier peiné à voir comment l'Europe d'abord s'est subordonnée
à la volonté de Washington, comment elle s'est barbarisée au sens culturel, et puis ensuite, comment elle a perdu contact avec la réalité. Je veux dire, vous ne pouvez pas allumer la radio ou la télévision, entendre un responsable politique parler et vous dire, tiens, là, il tient le bon bout. Il a reconnu la réalité sur quelque sujet que ce soit, peut-être, sauf à l'exception peut-être de sujets d'intérêt local et régional. Sur les grands sujets, En Suisse, je parle de la Suisse, mais les Suisses sont plus concrets que les autres. Mais même en Suisse, quand ils ouvrent leur bouche à propos de quoi que ce soit qui soit un petit peu général, global, c'est du délire complet. Il n'y a aucune reconnaissance de la réalité. Ne serait-ce que aujourd'hui, je prends le dernier exemple en date, mais j'aurais pu prendre la guerre en Yougoslavie que j'ai vraiment suivie de très près. Ça n'a pas beaucoup changé de ce point de vue-là. Mais le narratif qui est fait par les médias de la guerre en Ukraine, je ne sais pas comment ils vont faire pour le dépublier lorsqu'on tirera le bilan. Ils vont pas pouvoir le dépublier. Ça va rester extrêmement compromettant pour eux que ces gens qui vous annoncent avec le plus grand sérieux du monde que les Ukrainiens ont descendu des avions russes en vous montrant les images d'un jeu vidéo. Enfin, je veux dire, c'est délirant. Et sur beaucoup de sujets, c'est comme ça. Et j'ai vu, je veux dire, à l'Antipresse, nous avons constaté le 15 mars 2020 que nous étions entrés en Suisse comme ailleurs dans une vraie dystopie, c'est-à-dire dans un monde dont les règles ne sont plus celles de la réalité tangible, mais celles édictées par l'administration et par la narration médiatique. Nous sommes entrés dans une dystopie à mi-mars 2020, dont nous ne sortirons probablement que moyennant un effondrement complet de ces sociétés, parce que tout est faux. Tout est faux. Les règles qu'on vous fait suivre sont fausses. J'entre même pas dans le délire de l'époque de la pandémie, mais je ne parle que de ce qui se passe maintenant. On adopte des sanctions contre la Russie et en fait on se sanctionne soi-même. Et il n'y a rien de plus absurde. La Suisse fait la même chose. En France et en Russie, globalement, il y a une opinion comme ça qui circule que la Suisse est un pays formidable. Oui. Libre, démocratique, propre, rangé, Oui. Agréable à vivre. C'est partiellement vrai. C'est partiellement vrai. Quand je fais un voyage dans le monde où que ce soit, dans les pays que j'aime aussi, j'aime beaucoup la France, et que je reviens en Suisse, je me sens détendu et rassuré parce qu'il y a pour la plupart des conditions de l'environnement quotidien, la Suisse est mieux organisée, ne serait-ce que parce qu'elle est à taille humaine, parce que c'est même pas un pays. Déjà, elle est petite. C'est 8 millions ou 7 millions. Mais en plus, c'est pas un pays, c'est une confédération de 26 États. Et c'est une vraie confédération, c'est-à-dire que ces États existent, ils élaborent leurs lois, leur système scolaire, etc. Donc, c'est tout petit. Quand vous avez un problème fiscal, vous n'avez pas affaire à la monstrueuse administration fiscale française, vous avez affaire à un bureau qui est à 30 km de chez vous, et si ça se trouve, vous connaissez la personne qui tient le dossier, vous pouvez l'appeler. Donc, l'échelle des sociétés humaines détermine leur vivabilité. La Suisse est vivable parce que tout est fragmenté et petit. Donc, je suis d'accord, la Suisse est un pays plus agréable à vivre que la Russie ou la France, sous ces paramètres-là. Est-ce que la Suisse est plus démocratique que la France et la Russie? Oui. Ou c'est impossible de mesurer ça? Disons qu'en termes de votre capacité de nouveau, il y a des sujets qui sont à votre portée. Vous pouvez légiférer sur la hauteur des trottoirs. Vous pouvez demander par référendum local, cantonal ou national qu'on interdise les enseignes au néon sur les cafés parce qu'ils vous empêchent de dormir le soir. Ça, vous pouvez le faire, vous avez même des chances de les remporter. Mais lorsque, comme on l'a fait il y a quelques années, vous votez avec succès sur un contrôle de la circulation des étrangers dans votre pays parce que vous avez le sentiment que ça échappe au contrôle et que le gouvernement trouve que ce référendum, le résultat de ce vote est un petit peu en délicatesse avec les lois supranationales de l'Union européenne dont la Suisse n'est pas membre, eh bien, l'exécutif n'applique pas la décision populaire. Et on n'arrive pas à l'obliger à le faire.
Donc il y a un bac à sable dans lequel vous êtes parfaitement, comment dirais-je, dans le sentiment que vous vivez en démocratie. Vous pouvez multiplier les initiatives. Vous pouvez participer à toutes sortes de débats, mais sur les grandes questions, c'est un pays comme un autre. Est-ce qu'on a demandé aux Suisses s'ils étaient d'accord, le 24 février dernier, de se départir de 3 siècles et demi de neutralité patiemment élaborée par leurs ancêtres et qui leur a apporté beaucoup d'avantages? Personne ne leur a demandé. L'exécutif a simplement pris des positions qui sont les mêmes que celles de l'OTAN et de Washington. On aurait pu leur demander. Tout à l'heure, on parlait avec vous du monde bipolaire actuellement, donc le bloc occidental et le bloc anti-occidental. Philosophons un peu. Est-ce que d'après vous, le monde n'était pas davantage multipolaire, donc ça sous-entend qu'il y avait plus de deux pôles, avant la guerre en Ukraine? Et qu'aujourd'hui, une fois que la guerre a éclaté, finalement, on a tendance effectivement à observer cette résistance entre deux pôles, l'occidental et l'anti-occidental, dans lequel il y aurait donc quasi automatiquement la Russie, la Chine. Maintenant, là récemment, je pense que c'était la semaine dernière ou quelque chose comme ça, nous avons vu ensemble, s'afficher ensemble, la Russie, la Turquie, l'Iran. Bon. Et donc, on peut mettre aussi dans le même camp la Chine. Donc, encore une fois, est-ce que c'était pas plus multipolaire finalement avant la guerre? Parce que bon, il y avait la Russie qui essayait de tirer la couette de son côté, il y avait la Chine qui essayait machin, il y avait l'Iran qui peut-être n'essayait pas de tirer la couette de son côté, mais en tout cas, bon, qui était quand même un acteur peu aimé par l'Occident, mais c'était un acteur quand même assez important au Moyen-Orient, etc. Et bien sûr, il y a toujours le bloc occidental qui est là depuis des siècles. Bon, voilà. Donc, est-ce que plus multipolaire avant et davantage bipolaire aujourd'hui? Alors, d'après vous? Je dirais que je vous répondrai à la normande, oui et non. Parce que oui, en apparence, mais dans les virtualités, non. Regardez par exemple un pays que je connais bien. Je peux parler d'autres pays, mais là vraiment je connais bien la situation, c'est la Serbie. La Serbie, traditionnellement, essaye toujours dans les grands conflits de maintenir une position neutre. Elle a essayé, donc du temps où elle était le royaume de Yougoslavie, de rester à l'écart de la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'a pas réussi, parce que l'Allemagne a fini par l'envahir. Et puis, dans ce conflit russo-ukrainien, la Serbie a voulu maintenir une position neutre, c'est-à-dire à la fois éviter de s'associer aux sanctions et éviter de tomber dans le camp de la Russie. Donc, elle n'a pas approuvé l'intervention russe en Ukraine. Elle a même voté aux Nations Unies pour la condamner, mais elle n'a pas appliqué les sanctions, parce que c'est un pays qui, par son tropisme historique et culturel, est à la charnière des deux mondes, entre Byzance et Rome. C'est la Serbie. Eh bien, maintenant, les Occidentaux viennent, la semaine dernière, ou il y a 10 jours, de nouveau de poser un ultimatum, c'est-à-dire maintenant nous voulons que vous reconnaissiez le Kosovo et nous voulons que vous appliquiez les sanctions contre la Russie, sinon votre processus d'adhésion à l'Union européenne, on le met à la poubelle et vous restez au banc des nations. Ce qui veut dire, ça implique beaucoup de conséquences fâcheuses, notamment si l'Union européenne, qui entoure la Serbie, impose un régime de visa à un pays. L'Union européenne et l'OTAN. Et l'OTAN ne va pas. Le régime des visas, ce sont les pays de l'Union européenne. Mais enfin, l'OTAN est en fait. On voit aujourd'hui que c'est l'OTAN qui est l'organisation fêtière et l'Union européenne le bras civil. Encore que l'OTAN, comme vous le savez sans doute, n'est pas une alliance militaire, c'est une organisation civile elle aussi. Les représentants à l'OTAN sont des ministres civils. Et là aussi un volet civil. Donc, si l'Union européenne impose un régime de visa aux Serbes qui massivement travaillent en Europe de l'Ouest, ça va leur compliquer singulièrement la vie. Donc, il y a un chantage pour que le dernier pays d'Europe qui était entre les deux s'aligne sur un côté ou sur l'autre. On ne sait pas de quel côté la Serbie va s'aligner, mais elle va finir par s'aligner. Et aujourd'hui, par la force des choses,
par la force des choses, le monde est devenu effectivement, comme vous dites, bipolaire. Mais quand on dit bipolaire, je pense à des troubles psychiatriques, vous voyez. Bah, regardez, aujourd'hui, la Serbie, juste pour reprendre un peu ce que vous dites, aujourd'hui, la Serbie n'est pas dans la CE. Non. La Serbie n'est pas dans l'OTAN. Elle est encerclée par les deux, tout comme d'ailleurs la Suisse et l'Autriche. Oui. Enfin, sauf que la Suisse ne fait pas partie de la CE, elle ne fait pas partie de l'OTAN. L'Autriche est dans la CE, mais pas dans l'OTAN. Et la Serbie, ni l'un ni l'autre. Et donc, vous êtes encerclés. La Serbie est un pays slave orthodoxe, en plein centre, on va dire, de la civilisation, catholique, purement occidentale. Bon, après, encore une fois, je ne rentre pas vraiment dans les détails parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, je simplifie. La Serbie, c'est aujourd'hui, depuis le mois de février 2022, est le seul pays dont les avions font des allers-retours directs à Moscou. La Serbie signe des contrats de gaz avec la Turquie et la Russie. Qu'est-ce qu'elle fait, la Serbie? Elle joue quel jeu? Elle essaye de rentrer en même temps en Europe. Oui. En même temps, elle envoie un peu chier les Européens, la communauté européenne, sur tout un tas de choses, tout un tas de dossiers, notamment, par exemple, les sanctions dont vous venez de parler contre la Russie. Donc, elle joue quel jeu, la Serbie? Alors, d'abord, elle joue le jeu de la nécessité, parce que les petits pays ne connaissent pas autre chose que la nécessité des circonstances. Les petits pays peuvent difficilement se permettre de jouer le jeu des principes, des poses morales. Les petits pays savent que s'ils mettent un pas trop à gauche ou un pas trop à droite, ils vont avoir des conséquences terribles. Et pour la Serbie, trois fois au cours du XXe siècle, ces conséquences ont été épouvantables. Épouvantables. Et je remonterai même à plus haut, parce que à l'époque, c'était entre l'Empire ottoman et l'Empire austro-hongrois, n'est-ce pas? Donc, la Serbie sait instinctivement qu'elle ne doit pas s'aligner. Elle ne doit pas s'aligner. C'est pas sa vocation, c'est pas son intérêt. Si elle a des contrats gaziers, si elle a des lignes aériennes, le fait de maintenir ces contrats gaziers et ces lignes aériennes, c'est pas une offense à l'Occident, c'est simplement le refus d'entrer dans une logique guerrière. Ces sanctions imposées par les pays d'Occident, d'abord, comme vous le savez, sont illégales, puisque seul le Conseil de sécurité des Nations Unies peut valablement prononcer des sanctions contre un pays. Elles sont illégales, elles sont contre-productives dans la mesure où on le voit aujourd'hui, elles nuisent davantage à ceux qui les adoptent qu'à ceux qui en sont la cible. Et ensuite, évidemment, elles vous font entrer de facto dans une alliance guerrière. La Suisse est entrée dans la ronde de l'OTAN, qu'elle se dise membre ou non. D'ailleurs, la Suisse est membre du partenariat pour la paix de l'OTAN, qui est le strapontin. Et puis, de facto, de par l'organisation de son armée, de son équipement militaire, etc., elle est intégrée à l'OTAN. Il manque plus qu'une signature. Et ça, évidemment, on peut pas, parce qu'il y a une tradition de neutralité, des institutions qui sont pas tout à fait compatibles, etc. Mais elle est dans l'OTAN. Et donc, la Serbie essaye, elle est un peu comme la Hongrie aujourd'hui, de rester à l'écart de cette bisbille, donc de rester dans un monde qui n'est pas simplement bipolaire, ou manichéen, noir et blanc, ou bleu et rouge, mais un monde où où les pays qui ne voient pas leur intérêt dans une querelle internationale, gardent leur distance. C'est évidemment, l'Occident a toujours fonctionné sur le mode qui n'est pas avec nous et contre nous. Donc, pour eux, la Serbie est une ennemie. Mais pour les Serbes, non. Les Serbes, et comme vous le savez peut-être, sont le seul peuple au monde à utiliser simultanément les deux alphabets, cyrillique et latin, sans même se rendre compte de la différence. Mais est-ce que, après tout ce que vous venez de dire, cette espèce de revue comme ça, brève, est-ce que la Serbie ne risque pas de continuer cette existence comment on peut appeler ça, d'un exclu, quoi, quelque part, de vivre presque comme sur une île déserte, puisque, encore une fois, entourée par l'Occident, par les États occidentaux, avec l'idéologie, la culture, la religion, bon.
mais en même temps, quand même, en essayant de tirer les ficelles un peu avec la Russie, un peu avec la Turquie, peut-être même un peu avec la Chine. J'ai lu quelque part récemment que la Serbie aussi avait des trucs avec la Chine. Bon. Oui. Ça risque pas d'être un peu compliqué d'être cette espèce d'enclave comme ça sur le long terme, en plein centre de l'Europe? Vous savez, si d'être serbe, c'était simple, il y aurait aujourd'hui 60 millions de Serbes comme il y a 60 millions d'Anglais, alors que les deux peuples avaient été au même nombre à la fin du Moyen-Âge. Ok. Parlons un petit peu du cas de la Russie. Est-ce que Poutine est un autocrate? Ça ne m'intéresse pas de le savoir. Je pense que non, mais c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que la focalisation sur les personnes vous obnubile quant au fonctionnement des systèmes. La Russie est un système. Dans ce cas-là, je repose la Allez-y. question. Est-ce que la Russie est un système autocratique? Au sens du pouvoir personnel d'un seul homme. Je pense que non. Pourquoi? C'est un système de pouvoir élitaire, probablement. Je pense que que c'est un empire militaire. C'est un empire militaire. Je pense que les élites de la sécurité et de l'armée ont la haute main sur ce pays. Que le président actuel, Poutine, est issu de ce système, de cette élite à la fois sécuritaire, administrative et du renseignement. C'est sa carrière. Et que si c'était pas lui qui avait été mis en avant pour succéder à Yeltsin par le système des structures de sécurité, ce serait quelqu'un d'autre, et je pense que ce quelqu'un d'autre ne gouvernerait pas très différemment de la manière dont gouverne Poutine. Donc pour vous, demain, Poutine n'est pas là, dans une semaine, dans 5 ans, peu importe, ça sera la même ligne éditoriale, entre guillemets, en termes de politique intérieure et extérieure en Russie? Probablement, mais là, le facteur qui va peut-être influencer la succession de Poutine, enfin, cette hypothèse que vous me soumettez, c'est de savoir si l'Occident, c'est-à-dire les Américains, continuent de mener leur politique d'ingérence violente dans les affaires des autres pays ou pas. Comme vous le savez, James Woolsey, l'ancien directeur de la CIA, a reconnu à la télévision avec un grand sourire que les Américains, bien entendu, la CIA se mêlait du processus électoral des autres pays. Il y a 2 semaines, John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche, sous Trump, a déclaré, de nouveau très ouvertement à la télévision, qu'il avait participé à des coups, à monter des putschs, des coups d'État contre des gens qui embêtaient les États-Unis. Donc, tant que des gens comme ça seront au pouvoir aux États-Unis, la Russie n'aura pas d'autre choix que d'être un État autoritaire. Par exemple, vous levez la loi sur le financement des ONG. Actuellement, en Russie, les ONG qui reçoivent leur argent de l'étranger sont qualifiés d'agents de l'étranger. C'est bien ça. Vous le savez mieux que moi. Vous ôtez cette limite au financement des ONG. Vous allez avoir des partis politiques entièrement financés par Washington qui vont être là pour appliquer le programme qui a été d'ailleurs très très bien décrit par Zbigniew Brzezinski. La décentralisation de la Russie, l'éclatement en plusieurs régions qui deviennent gérables par l'Occident. Donc, si la Russie se trouve dans une situation qu'on peut décrire comme autocratique, parce que Poutine incarne effectivement un pouvoir fort et centralisé, c'est aussi, et je dirais même de manière presque prédominante, sans doute prédominante, parce que toutes les autres options conduisent à un changement de régime et à l'arrivée de gens qui seront sous une influence directe des pouvoirs occidentaux. Comment peut-on imaginer, excusez-moi Anton, mais comment peut-on imaginer un seul instant imposer à la Russie un fantoche comme Navalny? Ici en Occident, on vous parle de Navalny comme si c'était le Messie. Mais enfin, c'est un voyou de bas étage que personne ne serait fou d'élire librement en Russie. On ne le prend pas au sérieux en Russie. Et ici, si la CIA et Washington avaient les mains libres pour faire en Russie ce qu'elles ont fait en Ukraine, vous aurez flanqué un Navalny à la tête de la Russie.
plus ils sont incompétents, corrompus, nuls et inconsistants, plus ces gens sont des candidats sérieux pour la reprise de ces pays aux yeux de Washington. Regardez ce qu'ils ont fait à Kiev. Vous avez quelqu'un qui joue du piano avec sa queue là-bas. Si je suis votre logique, Oui. En gros, le régime autoritaire en Russie, aujourd'hui, voire depuis toujours, est parce que à Washington, il y a des Bolton et autres au pouvoir. Bon, non, je ne dis pas parce que. Je dis que peut-être ça, c'est un très bon alibi pour une élite au pouvoir, pour maintenir le pouvoir. Je dis pas que c'est parce que. Je dis que les circonstances font que un tel régime s'impose, pour ainsi dire, de lui-même. Pour ainsi dire de lui-même. Vous ne pouvez pas laisser la liberté d'aller et venir, de financer des mouvements, de créer des médias à des gens qui vous déclarent dans votre visage, ouvertement, et pas des petits journalistes, mais des chefs des renseignements ou des ministres de la sécurité intérieure et extérieure qui disent « Oh, nous fomentons tous les coups d'État nécessaires. » Vous avez un livre qui vient de paraître où un autre chef des opérations de la CIA vient de reconnaître que les Américains avaient assassiné le principal physicien nucléaire indien en son temps, et ainsi que le premier ministre Shastri. Ils assassinent, ils renversent des pouvoirs, ils vous font le Maïdan. Et vous voulez, je ne sais pas moi, une démocratie à la Suisse. En Suisse, le financement des partis politiques n'est pas transparent. Ils peuvent recevoir de l'argent de qui ils veulent et ne pas le déclarer. C'est comme ça, la Suisse. Mais imaginez que vous fassiez le même système en Russie. Enfin, je veux dire. C'est presque drôle. Écoutez, il y a 2 semaines ou quelque chose comme ça, j'ai entendu, alors je n'ai pas la source, mais je pense que ça va être trouvable, le renseignement britannique a fait savoir mi-juillet qu'ils étaient impressionnés par la stabilité de Poutine au pouvoir. Oui. Quand j'ai lu ça, pourquoi je vous dis ça, après tout ce que vous venez de me dire? Quand j'ai lu ça, je me suis dit, depuis l'année dernière, elle nous racontait que la Russie allait agresser l'Ukraine, qu'il allait y avoir une guerre nucléaire, que les extraterrestres allaient descendre sur Terre, etc. Bon, bref. Donc, je veux dire, les mecs, quand même, travaillent vraiment, c'est du renseignement, c'est du sérieux. Là, on n'est pas face à des caissières. Les gens sont sérieux, préparés, ils travaillent dans le dur, il y a des espions, Février, mars, avril, on a entendu tout genre d'âneries, que Poutine avait le cancer, qu'il était bipolaire, tripolaire, quadripolaire, que j'ai même vu, il y avait des tabloïds anglo-saxons qui avaient publié que le vrai Poutine était déjà mort et que là c'était son double, voire son triple qui était juste face aux caméras, mais le vrai Poutine est déjà mort. Et là, fin juillet, le renseignement britannique qui avoue être impressionné par la stabilité de Poutine au pouvoir. Vous savez... Je veux dire, dans quel monde on vit, quoi? Vous savez, d'abord, il n'y a plus de renseignement. Chez eux, il n'y a plus de renseignement. Le renseignement, le fonctionnement du renseignement, c'est pas James Bond, le renseignement. Le renseignement, c'est l'analyse de toutes les informations disponibles pour éclairer la décision des politiques, avec des éléments objectifs. Si vous lisez les livres du colonel Jacques Beau, qui est un ancien responsable du renseignement suisse, et qui a beaucoup travaillé dans ce domaine, qui a beaucoup d'états de service, qui a écrit des livres extrêmement intéressants sur le sujet, Jacques Beau affirme que, grosso modo, depuis la fin de la guerre froide, il n'y a plus de renseignement opérationnel dans les pays d'Occident. Pourquoi? Parce que les responsables, les politiques, ne veulent pas recevoir du matériau objectif, mais le matériau dont ils ont besoin. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de renseignement, il y a du storytelling, il y a de la narration, qu'on a juste au besoin. Ce qui fait que ces gens tombent des nues en découvrant, par exemple, que Poutine jouit d'un soutien énorme dans sa population. Ils ne comprennent pas comment c'est possible. En Serbie, de nouveau, puisque je regarde de très près ce qui se passe là-bas, les Occidentaux sont en train de vouloir couper les vivres aux ONG qui financent en Serbie, parce qu'en Serbie, il n'y a pas cette loi qui interdit le financement étranger des ONG. Ils sont en train de couper les vivres aux ONG en disant très candidement que ça les étonne que ces ONG n'aient pas réussi à affaiblir le soutien populaire à la Russie dans la société
serbes. Autrement dit, ils disent que ces ONG ne sont pas là pour protéger l'environnement, assurer une meilleure école aux petits orphelins, mais pour influencer la politique du pays. Et ensuite, après des années de financement de ces ONG, ils finissent par comprendre, quand c'est déjà trop tard, qu'elles n'ont servi à rien, que l'opinion de ces pays-là n'est pas ce que eux croyaient qu'elle était, que leur vision du monde s'effondre. Leur vision du monde s'effondre. Chaque jour, vous les découvrez ébahis de constater que le monde ne correspond pas à ce que eux, ils aimeraient qu'il soit. Ça les offense. On a envie de les prendre dans les bras en disant « mais non, mais ça passera, tu vas voir ». Non. Ils sont dans le déni de réalité permanent. C'est pour ça que ça marche pas, d'ailleurs, leur affaire. On va terminer avec 3 questions qui restent. Allez-y. C'est ce que j'appelle Vox Populi, c'est-à-dire que en préparant l'interview, j'ai lancé le questionnaire sur Twitter et Facebook en demandant quelles questions voudriez-vous poser à Slobodan, j'allais dire Milošević, merci. n'importe quoi. Bon, à Slobodan Despot. Et donc voilà les 3 questions qui en sont sorties. La première, est-ce que combattre le feu avec de la lave est sa vision de l'objectivité et du journalisme? Est-ce qu'un média qui a un parti pris, comme Antipresse, est vraiment la seule solution pour combattre les médias occidentaux qui, malgré leur parti pris, sont pour beaucoup indépendants? Exemple, j'ai demandé de me donner un exemple, Mediapart. Je finis la question, parce que derrière, j'ai forcément surenchéri, j'ai posé des questions pour préciser, voilà. Et donc, la personne me répond, Antipresse, c'est quoi? C'est le nationalisme, l'isolationnisme. Slobodan est dans le parti suisse d'extrême droite, flirtant un peu avec le complotisme. Il est de ceux qui pensent qu'on n'a jamais marché sur la Lune ou que le vaccin est un piège, avec bien sûr une haine de l'OTAN, comme beaucoup de Serbes, qui n'ont pas apprécié l'intervention contre Milošević. Alors, sur cette dernière phrase, la dernière remarque, j'aimerais revenir à part, parce que là, on a un catalogue. Mais, mais que vous dire? Est-ce qu'on éteint le feu avec la lave? Je vous assure que si, au moment de l'éruption du Vésuve au-dessus de Pompéi, s'il y avait un feu de forêt aux alentours de Pompéi, il a été éteint. Oui, on éteint le feu avec la lave. On éteint le feu avec la lave, pourquoi? Parce que quand vous avez des manipulateurs, des menteurs, des affairistes, des enfumeurs, des agents de relations publiques qui sont payés pour mentir, qui vous entretiennent ces petits feux de jardin ou de forêt pour accaparer votre attention, il est quelquefois très utile de déverser sur eux des torrents de lave, de les appeler par leur nom, de menteurs, de manipulateurs, d'irresponsables, pour que ça reste. Et je vous assure que les gens comprennent ce langage. Parce que c'est comme dans c'est les habits neufs du roi. Il faut que quelqu'un dise, si possible un enfant, un innocent, que le roi est nu pour que tout le monde se rende compte qu'il n'était pas habillé. Donc, effectivement, la lave, quelquefois, éteint le feu. Oui. Ensuite, vous dites que l'antipresse, c'est nationalisme, isolationnisme. Moi, je ne sais pas comment je ferai pour être. Oui. Je ne sais pas comment je ferai pour être nationaliste lorsque je suis quadrilingue. Comment je ferai pour être isolationniste quand je suis orthodoxe et élevé dans les écoles catholiques? Ça, je ne sais pas comment je ferai. Et puis surtout, j'aimerais savoir si la personne qui nous juge ainsi est abonnée. Parce que nous avons un petit truc là à répondre à ces gens-là. Alors, je sais pas si c'est un abonné. Ça, il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de contenu public de l'antipresse. Il y a mais quelques prises de position qui sont évidemment des caricatures par rapport à ou disons des résumés extrêmement succincts et extrêmement grossiers de ce que nous faisons. Mais dans la publication, dans le travail de l'antipresse depuis 6 ans et quelques, bientôt 7 ans, eh bien aujourd'hui il y a 3650 articles. J'aimerais bien que quelqu'un nous tire une tendance de ça. J'aimerais bien qu'on puisse me dire que c'est plutôt isolationniste ou plutôt mondialiste ou plutôt je ne sais pas quoi. J'aimerais bien. Ça, c'est une chose qui m'intéresserait beaucoup. J'aimerais bien. Et puis ensuite,
D'accord. Est-ce qu'on a marché sur la Lune? Non, non, reprenons depuis le début, cher Anton. On a dit que j'étais dans le parti d'extrême droite suisse. Alors, le parti d'extrême droite suisse, qu'on appelle d'extrême droite, n'est-ce pas, c'est l'UDC. L'UDC, c'est le premier parti de Suisse. Bon, je n'en suis pas membre, je ne l'ai jamais été. J'ai été le conseiller en communication d'un ministre qui faisait partie de ce parti. D'accord? Donc ça, c'est par exemple un mensonge, c'est ce qu'on appelle une fake news dans le langage, en langue française moderne. Ensuite, à aucun moment, je ne me suis mêlé d'astronautique. Je ne suis pas compétent pour savoir où vont les gens et comment on atterrit sur la Lune. Je n'en sais fichtre rien. Je sais seulement que lorsque les Américains se sont posés sur la Lune, mes parents ont acheté leur première télévision parce que pour eux, c'était l'événement d'une vie. Et pour moi aussi. Ça, c'est la deuxième. D'accord? Troisième chose. Qu'est-ce qu'il disait? C'était fantastique ce qu'on disait. Ceux qui pensent qu'on n'a pas marché sur la Lune, que le vaccin est un piège. Je ne sais pas si j'avais anticipé la question, j'aurais sorti mon passeport, parce qu'à côté de mon passeport, il y a mon carnet de vaccination jaune des Nations Unies, de l'Organisation mondiale de la santé. J'ai pris tous les vaccins qui en étaient, c'est-à-dire jusqu'en 2019 contre la fièvre jaune pour me rendre en Afrique. Les produits en phase expérimentale qu'on a administrés aux gens depuis, j'ai considéré que j'attendrai la fin des phases expérimentales pour me prononcer sur l'opportunité de les prendre ou non. Donc j'attends encore une année ou deux. Ce ne sont pas des vaccins tant qu'ils ne sont pas sortis de phase expérimentale. Ce sont des expériences à grande échelle sur des êtres humains. Il y a quand même quelque chose qui est extrêmement significatif. Je reviens encore sur ces derniers points. Les Serbes qui n'ont pas apprécié l'intervention de l'OTAN contre Milošević. Milošević n'a pas pris un éclat de missile dans sa tête. En revanche, des enfants serbes ont pris des éclats de missiles dans leur tête. Des gens ont perdu tout. On a détruit 80 ponts, on a détruit les hôpitaux, on a détruit les infrastructures civiles, on a détruit l'industrie, on les a ramenés à l'âge de pierre. C'est pas une intervention contre Milošević, c'est une agression contre un peuple. Mais justement, il est extrêmement pratique pour pouvoir continuer dans le déni de réalité, de ramener tout cela à la nécessité de faire tomber un dictateur. Vous voyez comme les gens se payent de mots et comme ils se voilent la face. C'était pas contre Milošević, c'était contre la Serbie. La deuxième. Je voudrais l'interroger sur sa notion du journalisme d'investigation. Le décodex du journal Le Monde, c'est un outil apparemment Le Monde qui a mis en place maintenant, de vérification de l'information, émet les plus grandes réserves à propos du blog de Slobodan Despot. Selon Le Monde, il diffuse un nombre significatif de fausses informations et ou d'articles trompeurs. Selon Libération, il dénonce une soi-disant manipulation d'images de la part des médias sans effectuer de vérification. Seuls les médias russes, ça c'est Libération qui dit ça, seuls les médias russes se seraient, au conditionnel, intéressés à cette manipulation. En effectuant une enquête journalistique, Libération prouve que la manipulation n'en est pas une. Pour le journal Le Temps, en Suisse donc, antipresse.net appartient à une constellation de lieux d'expression de la droite dure et trouve un écho certain auprès d'un public méfiant à l'égard de la classe politique et enclin à adhérer aux théories du complot. Fin de la citation. Dernière petite citation. L'entreprise américaine NewsGuard, qui note les sites d'information selon des critères de crédibilité et de transparence, considère qu'Antipresse enfreint gravement les principes journalistiques de base en publiant des allégations trompeuses et fausses, y compris sur le vaccin et le Covid-19. Oui. C'est un beau tableau. J'adore. Oui, vous voyez, là, ces gens se décrivent eux-mêmes. Ils ne nous décrivent pas nous. C'est pas nous qu'ils décrivent. Ils se décrivent eux-mêmes. Concernant le décodex, c'est le décodex, hein, Le Monde. Ils vous mettent une étiquette, ils vous mettent un label rouge comme pour les bons jambons, vous savez. Je veux dire, pratiquement, les gens qui n'ont pas un label rouge du Monde, ce sont des gens qui relaient la doxa habituelle. Ensuite, erreur grave, nous ne prétendons à aucun moment être un site d'information. Nous sommes une lettre de réflexion. Nous ne sommes pas un site d'information ni de réinformation, j'insiste beaucoup là-dessus. Nous réfléchissons sur les choses, nous ne produisons pas
de l'information. Ensuite, est-ce que c'est indiqué clairement sur le site d'Antipresse? Écoutez, allez-y voir, antipresse.net. Ensuite, ces trucs, ces étiquetages extrêmement hâtifs qui ont été pratiqués par Libération et Le Monde sont liés à une affaire, une seule. C'est lié au casque blanc qui sévissait en Syrie à l'époque. Nous étions parmi les rares à nous demander quelle était la fonction des casques blancs, pourquoi ils avaient été fondés par un ancien officier du renseignement britannique, M. James Le Mesurier, etc. Je pense qu'il est extrêmement opportun de se poser ces questions, même si on n'a pas de réponse. Nous sommes juste posé des questions. Nous avons juste posé des questions que n'importe quel journaliste aurait dû se poser, mais d'où ils sortent, pour qui ils travaillent, pourquoi les casques blancs, qui sont une organisation purement humanitaire, n'exercent leur travail humanitaire que sur les territoires contrôlés par les rebelles contre Assad, et se retirent avec les rebelles quand l'armée syrienne reprend du territoire. N'importe quel journaliste doté de 3 neurones devrait se poser ces questions. Mais dans la mesure où il leur est interdit d'utiliser leurs neurones, ils accusent ceux qui réfléchissent d'être des hérétiques. C'est normal, c'est comme ça que l'Inquisition a toujours fonctionné. Donc, ça c'est pour ce petit détail. Ensuite, il sera intéressant de regarder, peut-être que ça vous intéressera, c'est pas moi qui vais le faire, j'ai pas le temps, de regarder quel est le financement de cette organisation News Truc Chose qui émet des jugements sur les gens sans du tout déclarer ses propres liens d'intérêt ni sa propre légitimité. Et enfin, quant à la citation du temps, j'aime beaucoup cette école du journalisme et surtout de l'écriture française qui oscille entre le 19e siècle à travers les âges, vu par le dictionnaire de la bêtise de Flaubert, et le style pompier à la BHL. Ok, la dernière question, Slobodan, et ensuite je vous libère, vous et les téléspectateurs qui sont parvenus jusqu'à ce moment, n'est-ce pas? Parce que je pense qu'il y en aura pas beaucoup qui vont rester, bref. À la moitié d'un siècle, en parlant de votre âge, quel regard pose-t-il sur son parcours de vie et au présent? Comment perçoit-il notre société? Et quelqu'un d'autre qui a surenchéri dans la même, on va dire, dans la même direction, à quoi peuvent aujourd'hui se raccrocher les justes? Compte tenu de l'intelligence globale de l'humanité, peut-on encore sérieusement penser que nous n'avons été aux commandes de notre progrès? Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est beaucoup de questions en une, ça. C'est très vaste comme question, c'est très très vaste. Évidemment, la précédente est intéressante parce que je considère que j'ai eu un privilège extraordinaire dans ma vie, qui est donné à très peu de gens. J'ai eu le privilège de vivre entre les mondes, d'étudier beaucoup, d'apprendre tout ce qu'on pouvait apprendre au cours d'une vie, sans être entravé, sans devoir trop me soucier de comment gagner ma vie, juste apprendre, juste étudier, juste lire, voyager, j'ai beaucoup voyagé, et d'une manière générale, j'ai bénéficié de tous les avantages au sens positif, mais aussi au sens négatif, que donnaient ce demi-siècle de grande prospérité que nous avons vécu en Europe. Et en plus, comme je venais d'un autre monde, du monde de l'Europe de l'Est, socialiste et totalitaire en quelque sorte, ça me donnait toujours des points de référence et de comparaison que la plupart des gens n'ont pas. Et puis évidemment, j'ai aussi maintenant, comme tout le monde, le sentiment que si c'était à refaire, j'aurais pris d'autres directions probablement, où j'aurais fait les choses mieux, plus à fond. Mais je ne pense pas avoir à regretter. Je pense que j'ai une position de témoin, pas d'informateur, pas de catalogue de vérité. Témoin avec mes erreurs, avec mes partis pris, avec mes ignorances, avec mes colères, avec mon humour déplacé. Mais je suis un témoin qui peut être confronté, qui peut être interrogé et qui peut écouter, entendre tout ce qu'on lui envoie à la figure sans se vexer. Donc je suis quelqu'un qui peut discuter et qui peut discuter avec n'importe qui dans le monde. Je suis un grand privilégié, oui. Mon demi-siècle a été bien rempli.
Ça, c'est une première chose. Ensuite, l'autre question, comment font les justes? Mais vous savez, la place des justes et la mission des justes et l'éthique, c'est-à-dire les règles de comportement des justes, c'est une question qui se pose depuis la nuit des temps, depuis le moment où les hommes ont commencé à réfléchir à leur destinée. Le livre du Tao de Lao Tzu, c'est une première réponse, c'est une des premières réponses. La Bhagavad Gita est une réponse encore plus ancienne, mais le fond de la question est le même. Quand vous voyez le mal dans le monde, est-ce que vous allez collaborer avec lui? Est-ce que vous allez le combattre frontalement? Est-ce que vous allez vous en accommoder? Qu'est-ce que vous allez faire parce qu'il y a du mal dans le monde? C'est la base de l'expérience du Bouddha, n'est-ce pas? Quand il est sorti de son palais et qu'il a vu des gens affamés et malades, il a compris que le monde n'était pas un lieu idéal, c'était pas le paradis. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, la personne qui pose cette question revient, peut-être sans le savoir, mais elle revient à ce qui constitue la base de notre individualité humaine, de notre âme. L'âme se pose cette question. Que doivent faire les justes? L'esprit ne se la pose pas forcément, et l'intelligence artificielle, évidemment pas. Donc, là, on a affaire à un humain comme sont les humains depuis la nuit des temps, et comme ils ne peuvent pas être confondus avec les robots. Au tout début, ça c'est déjà la question venant Oui. de moi, très rapidement. Au tout début, vous vous êtes présenté comme journaliste et chroniqueur. Est-ce qu'un journaliste peut avoir parti pris? J'ai fait du journalisme, j'ai pas eu de formation de journaliste, précisons-le. Mais enfin, le journalisme, nous n'oublions pas que le journalisme, c'était autrefois George Orwell, qui était de forts partis pris. Je ne sais pas moi, Henri Béraud, tous ces gens, Albert Londres, si vous lisez, c'est quelqu'un qui a des colères et des partis pris, qui ne prétend jamais, un grand journaliste, un vrai journaliste, qui raconte la vie aux gens, ne se fait jamais passer pour une machine qui débite des vérités. Jamais. C'est pas un scientifique. Il n'énonce pas les lois de la nature. Il donne le témoignage qui passe par ses yeux, par sa bouche, son nez, ses oreilles, ses fesses. Il donne un témoignage. Non seulement le journalisme doit être partial, mais il ne peut pas être impartial. Celui qui prétend être objectif en racontant la vie, vous trompe. Ce qu'il vous raconte dépend et de la manière dont il est payé, et de la manière dont il a digéré ce midi, et de son éducation, et de son parti pris, et de tout ce qu'il ne veut pas voir, et de ses traumatismes d'enfance. Et après on dit il faut être objectif. Mais tous ces gens-là qui prétendent à la parfaite objectivité et condamnent ceux qui, à leurs yeux, sont de parti pris, sont remplaçables par des algorithmes. Nous ne le sommes pas. Et dernière chose que j'aimerais rajouter, je suis également romancier. Le roman est aussi une manière de témoigner de la vie, puisque les romans que j'ai écrits ne sont pas des romans de fantaisie ou de science-fiction, c'est des romans qui ont trait à des situations réelles du XXe siècle. Et je considère qu'entre mon travail de romancier et mon travail de témoin, de chroniqueur de l'époque, il y a une parenté, il y a simplement une différence de genre. Comme les romanciers sont essayistes ou poètes en même temps qu'ils écrivent des romans, de la même manière, je suis romancier et essayiste et chroniqueur. Voilà. Slobodan Despot, merci pour cet échange, pour ce petit moment de philosophie sur la fin. Ce fut fort agréable comme je le pensais avant cet enregistrement. Merci et je vous dis à bientôt. Mais merci à vous, Antoine, d'avoir eu la patience d'écouter mes digressions.